bonsoir. Bonsoir. Avec M. Diallo dans un moment. Dans une minute, on va commencer avec M. Diallo et nous allons parler d'éthique des affaires. Éthique des affaires. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous qui suivez M. Adama Diallo. Nous allons parler d'éthique des affaires sur la télévision des affaires. Absolument. Marketing TV, oui. Aujourd'hui, on fera un peu abstraction marketing. Est-ce possible d'ailleurs? Oui, on va parler d'éthique du marketing. Ah bon, voilà. Oui, parce qu'on a besoin un peu d'éthique aussi. Tout à fait. Ouais, avec tout ce que nous faisons en matière de publicité mensongère. Ouais. Excusez-moi, M. Khan. Ouais. Imaginez. Oui, c'est cela. C'est bon, c'est parti avec M. Adama Diallo. M. Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Marketing TV Monde et nous allons parler d'éthique des affaires dans un moment. M. Diallo, vous êtes directeur associé de l'ISM Zone Nord. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, ensuite nous allons parler de l'ISM Zone Nord avant de parler d'éthique des affaires. Chers internautes, vous êtes sur Marketing TV Monde et nous allons parler aujourd'hui sur la télévision des affaires d'éthique des affaires. Je suis en compagnie de M. Diallo qui a consacré toute sa vie à l'éducation des enfants. Il a une école primaire, une école préscolaire, une école qui est dans l'élémentaire, dans le secondaire et même dans le supérieur. Donc il est très normal qu'il vienne à côté de nous parler d'éthique des affaires sur une télévision qui consacre l'essentiel de ses programmes à l'éducation. M. Diallo, bonjour. Bonjour, M. Laïba Bassek. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter d'abord. C'est déjà tout un plaisir de répondre à votre invitation parce que je vous suis depuis le début et je peux vous dire que vous êtes sur une lancée qui est très intéressante. Et je pense très bientôt, votre chaîne en entendra parler longtemps dans ce pays. Oui, merci. Alors, qui est Adama Diallo? Adama Diallo, c'est évidemment quelqu'un qui a eu à travailler dans plusieurs secteurs d'activité, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Car je suis sociologue de formation, donc je suis sorti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec un DEA de sociologie. Donc juste après mon DEA de sociologie, je me suis rapproché de l'ISM en essayant de trouver un emploi et Dieu a fait que j'ai eu ce poste et j'ai profité de ma présence à l'ISM aussi pour me former. Donc j'ai eu à faire un MBA. Et aussi, toujours dans ma formation, j'ai eu la chance aussi de séjourner en Chine, où j'ai eu à faire un MBA en management public. Voilà, donc tout ça réuni fait que je me suis toujours intéressé à une problématique qui est l'éthique. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, mais M. Diallo, on te voit rarement dans les salles, c'est vrai, parce que je suis très pris. Mais par contre, il y a un enseignement que je ne lâcherai jamais, c'est justement l'éthique des affaires, parce que je considère que c'est une formation extrêmement importante et que tous les jeunes managers de ce pays devraient pouvoir quand même suivre cet enseignement pour qu'effectivement qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est les enjeux aujourd'hui du développement, mais les enjeux tout simplement de l'éthique. Comment aujourd'hui arriver à faire le développement, mais en le faisant en toute responsabilité. Voilà la problématique de l'éthique. Voilà comment développer ses affaires tout en restant éthique. Tout à fait. Avant de parler d'éthique, M. Diallo, nous allons parler un peu du groupe ISM et précisément de l'ISM Zone Nord. Parlez-nous du groupe ISM et de l'ISM Zone Nord. Voilà, donc je pense que les internautes connaissent déjà le groupe, évidemment ISM. Vous savez que c'est un groupe qui est aujourd'hui dans plusieurs villes du Sénégal et nous travaillons par zone, nous avons plusieurs zones et moi j'ai la chance de manager la zone nord avec un associé au nom de Cheikh Tidiane Camara, d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Et donc
Dans la zone nord, nous avons deux villes particulièrement, c'est Louga et Saint-Louis. C'est Louga et sur Saint-Louis. Sur Saint-Louis, voilà. Et nous saluons les populations de Louga, de Linguère et de Kébémer. Absolument. Et dans ces deux villes, nous avons trois établissements, donc qui va de l'élémentaire, du collège moyen, lycée, et aussi du supérieur. Donc nous avons ce qu'on appelle les espaces d'excellence, les espaces élémentaires d'excellence, ce sont nos écoles élémentaires, nous en avons à Saint-Louis et à Louga. Nous avons aussi les LEP, donc les lycées d'excellence privés, nous avons Léon Gontran-Damas à Louga et nous avons Aimé Césaire à Saint-Louis. Évidemment, nous avons les écoles supérieures ISM que tout le monde connaît qui ont existé en premier. Donc voilà ce que nous manageons dans le Nord et je peux dire que c'est avec beaucoup de satisfaction parce que nos dernières années, à savoir nos établissements du lycée et de l'élémentaire, font d'excellents résultats. Donc, pour récemment, avec le bac, le BFM et le CFE, nous n'avons pas fait comme notre ami Abou, le grand chêne, 100% partout, mais nous avons pu faire du 100% sur beaucoup de filières, beaucoup de séries, et nous avons fait le CFE 100% à Saint-Louis comme à Louga, et nous l'avons fait aussi au niveau du BFM. Donc vraiment, je pense que le groupe ISM aujourd'hui a des établissements de référence, et aujourd'hui on est positionné, et d'ailleurs pour le dernier classement des MBA en Afrique, nous sommes positionnés parmi les top 10 et au Sénégal on est les premiers, donc vraiment c'est une grande satisfaction. D'accord. Donc voilà le groupe ISM, vous avez oublié l'USF. Ah oui. On n'est pas là, moi. Ah oui, Bamba, je comprends pourquoi vous en parlez. C'est vrai, vous savez, c'est une belle histoire parce que je me rappelle, l'USF est né d'ailleurs, c'est un clin d'œil qu'on fait au président Wade, qui à l'époque était venu fêter les 20 ans de l'USM. Et chaque fois, il entendait parler de bac plus, et puis Amadou. Alors, et les bacs moins, qu'est-ce que vous en faites? Et bien voilà, les bacs moyens, nous avons pensé à eux et c'est comme ça qu'on a créé l'université virtuelle du Sénégal, l'université des savoir-faire, et qui aujourd'hui aussi est une formation très intéressante parce qu'elle permet à des jeunes d'avoir une qualification qui leur permet de trouver un job avec une durée de formation allant d'1 an à maximum 2 ans dans des secteurs d'activité très porteurs. Par exemple, à Saint-Louis, nous avons depuis l'année dernière initié le tourisme et l'hôtellerie. À Saint-Louis. À Louga, nous avons les filières traditionnelles, donc c'est l'informatique, c'est la comptabilité, c'est le marketing. Et puis merci d'ailleurs de l'accompagnement. Nos élèves nous parlent souvent de vous avec beaucoup de passion. Et je dis, bon, ça, on sait, Bamba là où il passe, évidemment, c'est toujours comme ça. Merci, un grand merci de l'autre. Merci. Donc, l'Université des savoir-faire, une école à fréquenter si vous n'avez pas encore le bac, surtout avec le taux d'échec élevé au bac. Oui, cette année, quand on dit que nous n'avons pas atteint 40% au Sénégal, en réalité, le taux réel, c'est 37,8%. Vous imaginez, donc il y a à peu près 62% de jeunes qui ont eu à faire le bac, des candidats malheureux qui aujourd'hui vont se chercher et ne sauront pas comment faire. Écoutez, venez à l'USF et nous vous proposerons d'ailleurs deux choses. C'est de vous former dans des spécialités et de préparer en même temps. C'est ça. Donc voilà, c'est tout gagnant pour vous. Oui, c'est ça. Voilà, M. Diallo, nous allons parler d'éthique des affaires. M. Diallo, qu'est-ce que l'éthique en général et qu'est-ce que l'éthique des affaires en particulier? Voilà, donc vous savez, souvent définir un terme peut être assez difficile, surtout quand il s'agit de l'éthique. L'éthique, si vous voulez, c'est l'art de diriger la conduite. Mais vous me direz, c'est quoi l'art de gérer la conduite d'un individu? Mais pour vous aider, je vais essayer de faire une définition en faisant la corrélation entre deux concepts qui d'ailleurs souvent sont considérés comme étant les mêmes, mais qui sont totalement différents. C'est la morale et c'est l'éthique. La morale et l'éthique. Voilà, souvent on utilise le mot éthique à la place de morale, ou parfois le mot éthique à la place de morale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la morale, je vais vous faire un petit définition, mais imagée. Là, Bamba, vous êtes dans un bus d'Indic, le nom d'Indic. Vous allez dans un terminus, vous êtes fatigué, vous voulez avoir une place assise, donc vous avez pris la peine d'aller jusqu'au niveau du terminus pour avoir une place assise. Vous êtes dans le bus prend son chemin, son itinéraire,
Et là, le bus, évidemment, commence à prendre du monde jusqu'à ce que ce soit plat. Ouais. Mais vous êtes assis et vous voyez des personnes d'un certain âge, de troisième âge pour être précis, qui rentrent dans le bus, mais Bamba, vous ne souhaitez pas les regarder. Le vieux cherche votre regard, mais vous fuyez son regard. Pourquoi? Parce que justement, Bamba, vous savez que si vous le regardez, vous serez obligé de lui céder la place. Oui. Parce que lui, il sait aussi que si vous le voyez, vous allez lui céder la place. Voilà ce qu'on pourrait appeler la morale. La morale, donc, étant justement ces valeurs que nous partageons au niveau de la société et qui fait que nous pouvons classifier les faits de deux catégories, ce qui est bien, ce qui est mal. D'accord, ce qui est bien, ce qui est mal, ça c'est la morale. Maintenant, quand vous vous levez pour céder la place à ce vieux, vous posez un acte éminemment moral. Si vous refusez, évidemment, le vieux va se considérer que vous êtes un jeune pas très bien éduqué. Donc là, la morale vous sanctionne. Donc la morale vous félicite quand vous posez les actes dans le sens voulu. Quand vous ne le posez pas dans le sens voulu, vous êtes sanctionné. À la différence justement de l'éthique. L'éthique, justement, c'est cette capacité que vous, Bamba, vous avez à comprendre vos valeurs partagées et à les considérer comme étant quelque chose qui vous est utile ou qui ne vous est pas utile. Aujourd'hui, je donne l'exemple toujours avec vous. Quand vous refusez de vous lever, vous avez vos raisons. Que le vieux ne sait pas, que les autres ne savent pas. Peut-être que vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais personne ne le sait. On va rapidement vous condamner. Et votre éthique vous dicte de ne pas vous lever. Donc en réalité, l'éthique, c'est cette capacité que nous avons à réfléchir sur les valeurs partagées et que nous posons dans un sens voulu, non pas pour plaire à la société, mais pour être totalement en phase avec soi-même. Donc on peut dire que la morale, elle est collective, l'éthique est strictement individuelle et personnelle. D'accord. Je ne sais pas si les gens arrivent à cerner la différence, mais l'éthique peut être associée à la morale, mais à la différence que l'éthique est individuelle et la morale elle est collective. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'éthique des affaires? L'éthique des affaires, oui, M. Diallo. Justement, l'éthique des affaires, vous savez, a priori, beaucoup de gens vont dire, mais qu'est-ce que l'éthique peut venir faire dans un monde totalement rationnel et positif? Oui. Parce que souvent, on nous apprend que l'argent n'a pas d'odeur. Time is money. En matière de business, il n'y a pas de sentiment. Donc, comment voulez-vous faire venir un concept purement philosophique dans les affaires? D'ailleurs, il y a des écoles, parmi eux, un grand économiste au nom de Milton Friedman, qui dit tout simplement que l'essence d'une entreprise est de faire du profit. Uniquement du profit. Et ça a été la logique capitaliste pendant des siècles. C'est la logique Borbon aussi. C'est la logique Borbon, si vous voulez. Et Nyambour aussi. Mais justement, je pense avec les évolutions du monde, il y a eu tellement de scandales financiers à travers le monde qu'aujourd'hui, même les pays capitalistes comme les États-Unis, aujourd'hui, ont totalement changé les paradigmes en matière de management des entreprises. C'est dans ce cadre que vous allez dans les universités américaines, vous n'aurez pas un enseignement sur l'éthique, mais vous aurez carrément une chaire, une faculté sur l'éthique. Parce que désormais, le manager, comme le manager économique, comme le manager politique, n'est plus formé sur juste comment performer, comment développer, mais comment le faire en étant totalement responsable. Donc l'éthique des affaires, c'est justement cette faculté que nous avons à réguler les comportements en entreprise pour arriver à associer deux variables extrêmement importantes qui sont la rentabilité, parce que aussi l'essence d'une entreprise, évidemment, c'est d'être totalement performante, d'être rentable, de créer de la valeur, mais en créant cette valeur, il faut notamment le faire aussi en rapport avec la responsabilité, en veillant aussi à ce que vos activités ne nuisent pas, non seulement à vous-même, à vos collaborateurs, mais aussi à toute la communauté et particulièrement vos clients. D'accord. Monsieur Diallo, est-ce qu'il y a l'éthique dans le marketing? Est-ce qu'il y a éthique de la production? Est-ce qu'il y a éthique des ressources humaines? Est-ce qu'il y a éthique de l'informatique? Est-ce qu'il y a éthique de la finance et de la comptabilité? Parce qu'on parle d'affaires. Tout à fait. Je vais vous mettre à l'aise. L'éthique est partout. L'éthique est partout. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce que l'éthique est éminemment liée à la personne. À la personne. À la personne. Surtout particulièrement aux décideurs.
Parce qu'en réalité, les décideurs souvent se voient la face en se disant j'ai pris une décision totalement objective. Objectif. Que veut dire objectif? Objectif, oui. En réalité, en disant qu'il a pris une décision objective, il pense justement qu'il a pris tout le temps qu'il fallait, avec tout l'accompagnement juridique, avec même l'informatique pour prendre la meilleure des décisions possibles. Mais en réalité, il y a toujours une interférence de ce qu'on appelle la subjectivité. Parce qu'en dernier lieu, qui prend la décision? Même si c'est une décision collégiale, il y a toujours le leader, lui, qui devra prendre cette décision. Mais qu'il sache qu'il engage inexorablement sa conscience personnelle. Ouais. Même si la décision a été concertée et même voulue dans le sens de la collectivité, la décision reste sa décision et il y a une forte interférence de sa culture, de son éducation, de sa religion et d'autres facteurs qui lui sont totalement personnels. Donc c'est pour vous dire que l'éthique est transversale et est partout. D'ailleurs, surtout aujourd'hui, prenez l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, l'éthique est devenue une vraie demande sociale. Vous savez de quoi je parle? Depuis quelque temps, on ne parle que de scandale. Les Sénégalais eux-mêmes aujourd'hui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de crise de valeur? Et nous y arriverons de toute façon, mais retenez que l'éthique, il n'y a pas un milieu aujourd'hui où l'éthique n'a pas un rôle à jouer, même dans la religion. Même dans la religion. Parce que l'éthique, justement, a été promue par la religion et par les philosophes. Voilà. Monsieur Diallo, vous l'avez dit tout à l'heure, l'entreprise obéit à une logique purement rationnelle et objective. Tout à fait. Pourquoi alors parler d'éthique des affaires? Et justement, pourquoi parler d'éthique des affaires? Je vais vous citer juste quelques cas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas né comme ça ex nihilo. Aujourd'hui, vous prenez le domaine de la médecine. Vous savez qu'il y a beaucoup de problématiques dans le domaine de la médecine, comme par exemple l'euthanasie. C'est quoi l'euthanasie? L'euthanasie, c'est justement quand un patient qui est atteint d'une maladie incurable ou tout simplement qui souffre de manière très atroce, décide tout simplement d'arrêter sa vie. Mais aidé par qui? Par la médecine. Et quelle est la mission de la médecine? Soigner. Préserver la vie. Mais quand la médecine se donne le droit d'arrêter une vie qu'elle n'a pas elle-même créée, il se pose un problème d'éthique. Prenons un autre cas. Vous avez sûrement entendu parler de ce grand scandale financier qui a été créé par une personne qu'on appelle Bernard Madoff. Vous vous rappelez? Bernard Madoff a arnaqué mais le monde entier. Des États, des entreprises, des personnes civiles, des organisations financières, des banques. Mais comment cela a été possible? Comment une personne peut, à elle toute seule, arriver à arnaquer une planète? Mais c'est parce que tout simplement, le système économique en soi est problématique. Parce que nous sommes omnibulés par la recherche effrénée de profit. Mais en définitive, à quoi sert l'argent? Quand on a l'argent, c'est en ce moment qu'on pense au social. Prenez l'exemple de Bill Gates aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'investit dans le social. Ah ben voilà. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Mais il lui a fallu amasser tellement d'argent pour se rendre compte que cet argent ne peut servir qu'à l'humain. Donc aujourd'hui, il faut que l'humain soit mis au centre de toutes choses. Et que nous autres managers, nous autres qui travaillons dans le monde économique, qu'on ne perde surtout pas le nord, en sachant que quels que soient les efforts que nous ferons pour générer de la valeur, cette valeur ne sera qu'au profit de l'humain, de l'homme, de manière générale. Donc veillons à ce que la manière qu'on va utiliser pour créer ces profits soit déjà en totale conformité avec la dignité humaine et la préservation de la dignité et aussi de la santé des populations. C'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a un lien entre éthique et RSE? Ah, que c'est. Parce qu'en réalité, je vais vous donner un cas très simple. Il y a 3 concepts clés qui sont nés depuis ces dernières années. C'est le développement durable, c'est la RSE et c'est l'éthique. Le développement durable est porté par qui? Par les États.
c'est les États qui amorcent le développement. Et les États aujourd'hui, on ne peut plus leur permettre de se développer n'importe comment. Elles sont obligées de prendre en compte ce développement durable qui voudrait qu'on puisse utiliser les ressources naturelles dont nous disposons au profit non seulement de la génération actuelle, mais au profit des générations à venir. Voilà, le pétrole qui a été découvert au Sénégal, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que ça profite qu'à nous, il faut que ça profite à toutes les générations à venir, parce que c'est un don de Dieu. Alors, les États s'occupent du développement durable. Les entreprises qui créent de la valeur, qui tiennent l'économie, justement, sont aussi assujetties aujourd'hui à un concept très fort, qui est la responsabilité sociale et environnementale. On ne permet plus à l'entreprise de faire de l'argent sans pour autant prendre en considération un certain nombre de facteurs. Déjà, ses travailleurs en interne, mais ses clients à l'externe, son environnement immédiat. Voilà, donc tout cela aujourd'hui pousse les organisations de manière générale à être plus regardants dans la manière de créer de la valeur. Mais en tout, que ce soit l'État, que ce soit les organisations, mais qui est l'acteur le plus important? C'est l'homme. Mais justement, si l'homme lui-même n'est pas animé par des valeurs fondamentales comme l'éthique, il va de soi que l'État ne pourrait pas amorcer un développement durable et que les entreprises aussi ne pourraient pas être dans une logique de responsabilité sociale. Donc ces trois concepts vont de pair. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'éthique a une place fondamentale, parce que l'éthique justement permet à ces différents acteurs de pouvoir comprendre l'essence même de la vie et l'essence de ce qu'on pourrait appeler tout simplement le vivre ensemble. Le vivre ensemble, voilà. Je rappelle que nous recevons M. Adama Diallo et nous parlons d'éthique des affaires aujourd'hui. M. Diallo, comment rendre l'opération d'éthique en entreprise? Très bien. Il y a effectivement des auteurs qui ont eu à travailler, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, la problématique de l'éthique, elle est toute simple. C'est aujourd'hui comment arriver à gérer les entreprises, à évidemment respecter les missions, disons, premières d'une entreprise, qui est évidemment de créer du profit. Mais la rentabilité, la prospérité d'une entreprise n'exclut pas forcément aussi l'éthique dans le sens de la responsabilité. Il y a des auteurs qui ont eu à travailler sur des approches pour pouvoir justement associer ces deux variables. Et parmi eux, je peux citer Piel et Blanchard, qui sont deux auteurs qui ont eu à proposer une approche, mais qui va vous sembler tellement simpliste, mais qui est extrêmement dense. En réalité, c'est quoi? C'est un questionnement. Il propose trois questions. La première question pour savoir si, dans votre mode de manager votre entreprise, vous intégrez la dimension responsabilité au sens éthique du terme, la première question à vous poser, c'est que tout acte que vous comptez prendre, posez-vous la question tout simplement, est-ce qu'elle est en phase avec les textes réglementaires? Les textes réglementaires. Exactement. Avec le droit. D'accord, le droit. Le droit, mais aussi avec ce qu'on appelle la politique générale de l'entreprise. Ça veut dire c'est tout l'arsenal juridique qui organise l'entreprise, mais et son environnement. Donc si vous prenez en phase avec, voilà, déjà, première question, est-ce qu'on est en phase avec la réglementation de manière générale? D'accord. Deuxième, c'est de voir est-ce que l'acte que je compte poser ou la décision que je compte prendre va impacter sur telle catégorie de manière positive, sur autre catégorie de manière négative. D'accord. Donc il faut veiller à non seulement à identifier tous les acteurs qui vont être impactés par votre décision, mais aussi veiller à ce que cet impact soit équitable. Pas égal. Équitable, d'accord. Parce qu'équitable, c'est quoi la différence équitabilité et égalité? Ah voilà, l'égalité c'est très simple. Aujourd'hui, toi et moi, on fait un business, tu apportes 50%, j'apporte 50%. Quand on fait évidemment du profit, on se le partage 50-50. Ça c'est l'égalité. C'est l'égalité. Équitable. Chacun amène à juste ce qu'il a. D'accord. Et l'équité? L'équité c'est quoi? Si dans l'entreprise, toi, tu apportes 50, tu apportes 50. Mais moi, je suis à Bahamas en train de m'amuser et j'attends juste que toi, tu fasses le travail et qu'on vienne partager. Dans ce cas-là, il va de soi que tu auras plus que moi si on veut être équitable. Donc, l'équité voudrait qu'on puisse récompenser les uns et les autres par rapport au prorata de ce qu'ils auraient apporté. D'accord.
En marketing, nous-mêmes, nous sommes dans l'ère du commerce équitable. Justement. Justement. Donc, pour dire, il faut veiller à cet équilibre. Et cet équilibre commence déjà par s'assurer de tous les acteurs qui seront impactés par votre décision. D'accord. Positivement et négativement. Et négativement. D'accord. Et maintenant, dernier point, les deux autres ne vous concernent pas, vous qui prenez les décisions. D'ailleurs, vous pouvez même vous faire accompagner. Pour s'assurer que la décision est juridiquement acceptable, vous faites venir un conseiller juridique et fiscal. Oui. Ou bien un doyen de l'entreprise qui est là depuis 30 ans pour s'assurer que l'entreprise, dans sa culture d'entreprise, voudrait de cette décision. Oui. Pour l'équité, vous pouvez même, pour l'équité et l'équilibre, vous pouvez même faire appel aujourd'hui à l'informatique. Oui. Il y a des programmes qui vous permettent tout simplement de faire des simulations et y arriver. Mais là, on dit tout ça, ok. Mais vous qui prenez la décision, est-ce que vous êtes satisfait de la décision que vous avez prise? Ce sont les trois choses-là. Oui. Est-ce que je suis satisfait de la Je suis satisfait. Et quand on vous dit est-ce que vous êtes satisfait, ça veut dire que vous qui prenez la décision, est-ce que moralement, avec la conscience, avez-vous pris la décision qui vous semblait non pas la meilleure, mais celle qui est la plus adaptée à la situation? Parce que l'éthique ne cherche pas forcément la meilleure décision, mais cherche la décision la plus juste. La plus juste. D'accord. Il faut faire la différence. Pas la meilleure, mais la plus Pas juste. la meilleure, parce que meilleure c'est relatif. Mais juste, c'est ce que vous considérez, vous, dans votre fort intérieur, que vous avez pris la décision qui vous semble être la plus juste, parce que justement, n'ayant pas des impacts négatifs sur une frange de personnes assez importante, et que leur majorité se retrouverait dans une décision pareille. Quand vous prenez une décision en baba et que vous rentrez à la maison et que vous avez envie de le partager avec vos enfants en disant écoute fils, aujourd'hui j'ai pris une décision, c'est parce que vous êtes sûr que cette décision, vous l'avez prise dans votre fort intérieur et que vous êtes convaincu que c'est la bonne décision. Évidemment, ces trois questions rassemblées, si vous les évaluez et que vous êtes dans la positivité sur l'ensemble de ces questions, retenez que vous avez intégré la dimension éthique dans votre management. On va revenir sur les trois questions pour résumer. Tout à fait. Donc la première question, c'est pas la c'est réglementation. se poser la question, c'est la décision que je vais prendre est-elle légale? Légale au sens respect du droit et de l'arsenal juridique. Deuxième question, cette décision est-elle équilibrée? Est-elle équitable? Est-elle équitable? Ça veut dire, est-ce que déjà tous ceux qui sont concernés par la décision, je les ai identifiés et j'ai évalué le niveau d'impact que ma décision va avoir sur chacune de ces catégories. Et enfin, vous qui prenez la décision, on vous dit, monsieur, cette décision que vous avez fini de prendre, en êtes-vous fier? Parce que là, je ne vous le cache pas, parfois quelqu'un prend une décision et dans son fond intérieur, il sait très bien que cette décision n'est pas la meilleure ni la juste. C'est parce qu'il a voulu le prendre pour satisfaire telle ou telle autre catégorie. Et que je voudrais en profiter aussi pour éclairer en termes des internautes. L'égalité ne veut pas dire forcément éthique. L'égalité ne veut pas dire éthique. On peut respecter la loi. L'égalité, mais que ce ne soit pas forcément éthique. Donc l'éthique va plus loin que la légalité. La légalité est la base, mais n'est pas forcément l'essence de l'éthique. Parce qu'en plus, on a vu les deux autres questions. Oui, donc c'est pour vous dire que les gens, parce que souvent au Sénégal, j'entends, surtout quand la loi est votée, les politiques vous disent, mais que voulez-vous? C'est une loi légale. C'est une loi qui est passée, donc elle est légale. Elle est légale, mais elle n'est pas forcément éthique. On va revenir maintenant sur le cas du Sénégal. Comment se pose la question de l'éthique ou bien de l'opérationnalité de l'éthique au Sénégal, M. Diallo? Grande question et un grand chantier. Donc on dit que nous vivons actuellement une sorte de crise des valeurs. C'est pas loin de cela. Parce qu'en réalité, nous tous dans notre éducation, que ce soit musulmane ou chrétienne, il y a des valeurs qui nous étaient inculquées en famille. Et parmi ces valeurs, il y avait le job, ngor, kersa, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Job, surtout job. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, c'est des valeurs qui, quand même, en foi, sont en train d'être
totalement perdu. La preuve, on dit même au Sénégal, Khalis Dingo, Ligue ça est carrément à côté. Pire. J'ai discuté avec un vieux avec qui j'avais discuté de ça, de Luigi Napolo, qui est dans son paradis. Il m'a dit un jour au Sénégal, on ne déteste pas les voleurs. Ce qu'on déteste, c'est les voleurs qui ne partagent pas leur butin. Ça veut dire que il y a des gens qui savent bel et bien que quelqu'un a volé. Mais puisqu'ils jouissent de ces ressources émanant de cette personne, évidemment, cette personne est merveilleuse. Ça, ce n'est pas de l'éthique. Ça, c'est loin d'être de l'éthique. Ouais. Mais revenons à la problématique de l'éthique au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à un grand maître, Kebambay. On se rappellera toujours de cette conférence qu'il avait donnée à l'UCAD lors d'une rentrée solennelle, où il faisait vraiment l'apologie carrément de l'éthique dans ce pays. Et il nous faisait tout simplement revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'au Sénégal, qu'on se rappelle d'une chose, c'est que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes et pour les autres. L'humain. Et quand je dis l'humain, il n'y a pas de distinguo. C'est pas, il est de mon parti, il n'est pas de mon parti, il est sénégalais, il n'est pas sénégalais, c'est l'humain, il est noir, il est jaune, il est... Non, c'est l'humain. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire de telle sorte que l'humain soit toujours celui qui gagne dans l'affaire. L'humain soit toujours celui qui gagne. D'accord. Et non pas des catégories ou faire des actions dans une logique de satisfaire telle ou telle autre catégorie. Ça ne mènera à rien du tout. D'accord. Et l'éthique aujourd'hui, au-delà même des entreprises, même notre société a besoin de ces valeurs fondamentales qui ont existé, comme je vous l'ai dit, et qui ne demandent qu'à être ramenées et mises à jour pour que nous puissions en bénéficier au profit de nous-mêmes, au profit de nos enfants. Aujourd'hui, regardez nos enfants. Dans quelle famille on se parle? Avec l'existence de ces outils. Tout le monde est sur son téléphone. Personne. Il y avait des concepts forts. Mais on parlait de plein de choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ça? On n'a plus ça. Est-ce que nous, parents, on parle souvent à nos enfants? On ne parle plus. Est-ce qu'on a le temps de les inculquer certaines valeurs? Et d'ailleurs, ce qui est dramatique, pour revenir sur ça, au Sénégal, moi, ce que j'observe, par ailleurs en tant que sociologue, c'est que nous, Sénégalais, particulièrement nous autres pères de famille, nous pensons que nous devons à nos enfants que le bien-être. Aujourd'hui, on se bat, on court, on va, on sort de la maison à 6 heures, on revient à 2 heures. Tout simplement parce qu'on est allé chercher de quoi nourrir nos enfants, leur offrir le meilleur que nous avions peut-être même pas vu. Mais c'est qu'on oublie, c'est pas ça l'essentiel. Le temps qu'on passe avec l'enfant, c'est extrêmement important. Et je profite de cette tribune justement pour demander à mes amis, à moi-même, parce que je ne vous le cache pas, je ne suis pas sûr de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Mais c'est vous dire que nous devons vraiment veiller à ce retour des valeurs. Et l'éthique n'est rien d'autre qu'aujourd'hui, l'acte doit être évalué non pas sur sa capacité d'impact économique, mais sur sa capacité d'impact social au sens valeur du terme. Voilà. Moi, c'est ça que je demande à tous nos compatriotes et partout à nos hommes politiques. Parce que la politique est l'essence même de la société. M. Diallo, vous avez fait beaucoup d'entreprises, vous faites également le tour du pays. Est-ce qu'au Sénégal, les entreprises intègrent réellement l'éthique dans leur quotidien, dans leur mode de fonctionnement? Non, pas vraiment. Si vous voulez que je réponde franchement, non. Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote. Quand je faisais mes recherches, parce que j'ai eu à faire un travail, comme je vous l'ai dit, sur ce thème, j'ai rencontré certains patrons de ce pays. Et il y a un patron dont je tairai le nom, évidemment, et qui m'avait dit, M. Diallo, la problématique de l'éthique, elle est fondamentale et elle est très très intéressante. Et à la limite, elle est même sanitaire. Mais c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. L'éthique est un luxe qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant. Pour l'instant. Parce que
dans sa logique, évidemment, ils sont dans une logique de construire. Et que dans son entendement, utiliser l'éthique dans la société coûterait cher. D'accord. C'est vrai. Quelque part, l'éthique, si on l'intègre dans sa manière de gérer, ça coûte cher. En fait, pas ça coûte cher, mais ça vous oblige à ne pas avoir l'objectif focus que sur le profit. D'accord. Par exemple, vous serez, quand vous êtes dans la logique responsabilité au sens étude du terme, vous traiterez mieux vos personnels. Ouais. Vous cotiserez au niveau de la sécurité sociale. Vous veillerez à leur santé. Vous veillerez à leur épanouissement. Et tout cela, ça a un coût. Ça a un coût, oui. Ça a un coût. Ça a un coût. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, une entreprise qui est dans une situation délicate serait tentée, si c'est un manager qui n'est pas responsable, Des licenciés. mais c'est ça. Et souvent, quand je faisais ce cours, je disais à mes étudiants, retenez que le plus nul des managers, c'est celui qui, justement, prend toujours l'option le plus facile, qui est tout simplement de licencier. Parce que quand on licencie, on réduit les charges de l'entreprise. Et évidemment, on a des gains, mais quels gains? C'est des gains faciles. Oui. Vous oubliez le drame social que vous créez, parce que tous ces personnels que vous licenciez, mais ce sont des gens qui ont des familles, qui avaient des gens qui comptaient sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors que le manager, justement, il doit avoir cette capacité à pouvoir analyser la situation et à trouver des solutions qui vont permettre à l'entreprise de rester toujours viable sans pourtant licencier. Mais il y a d'autres techniques, il y a d'autres méthodes. Beaucoup, vous savez. Et dans nos études de cas qu'on dispense dans le cours, justement, je les amène à comprendre qu'en réalité, l'option de la facilité, c'est de se dire, bon, voilà, on licencie. Non, c'est la dernière des choses. Licencier. Il faut toujours voir toutes les alternatives. Et maintenant, si évidemment il n'y a pas de solution, alors là, on envisage le pire, parce que ça, c'est vraiment le pire. Et aussi pour conforter qu'au Sénégal, cette réflexion, l'éthique n'est pas encore vraiment suffisamment partagée, parce que souvent aussi dans mon cours, et je sonde mes étudiants. Il y a une étude de cas qui s'appelle Ngoma, je vais d'ailleurs partager avec vous, vous allez lire, c'est un cas très intéressant. C'est un jeune Africain qui travaille pour une boîte belge et qui travaille dans le domaine des infrastructures et qui a gagné un marché dans un pays africain, je vais dire le nom, et qui a été approché par un ministre évidemment de ce pays et qui demandait à avoir évidemment, s'il veut gagner le marché, il veut pouvoir bénéficier, voilà, des pots de vin. Ce que les jeunes refusa. Mais ils ont perdu le marché. Et quelques années après, évidemment, cette entreprise a connu des difficultés financières et a fait faillite. Et évidemment, le jeune Goma s'est dit, est-ce que ce n'est pas de sa faute si l'entreprise est tombée en faillite? Parce que s'il avait accepté peut-être de tomber dans la corruption, il allait. Et là, imaginez-vous, l'écrasante majorité des étudiants condamnent le Goma. Il n'a rien fait. Ils disent que le moment aurait dû accepter, parce que c'est comme ça que ça se passe partout en Afrique. Je dis, mais justement, arrêtons ça. Oui, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Parce qu'aujourd'hui, si Ngoma avait donné 30% du financement de l'ouvrage au ministre, c'est 30% qui va dans les poches d'une tierce personne qui est déjà payée par son État. Donc l'entreprise va utiliser 70% du budget global pour réaliser l'ouvrage. Et évidemment, une entreprise ne travaille pas pour perdre de l'argent. L'entreprise va aussi peut-être prendre 30% des 70 restants pour ses bénéfices. Donc l'ouvrage qui devait être fait au minimum à 80% du budget va se retrouver à hauteur de 40%. Qu'est-ce qui s'amène dans nos pays? Une mauvaise qualité, des infrastructures. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons tous les jours. C'est pourquoi je dis vraiment qu'on ne se laisse jamais tenter par la corruption. La corruption, c'est une gangrène qui est extrêmement grave dans des pays, surtout les nôtres, parce que nous devons nous construire. Veillons à ce que chacun puisse gagner ce à quoi il a droit. Et que nous pensions aussi que tout acte que nous posons a des impacts positifs comme négatifs sur les autres. C'est extrêmement important. Je vais en profiter pour vous intéresser sur la crise des valeurs au Sénégal. Qu'en pensez-vous? La crise des valeurs au Sénégal, comme je vous l'ai dit tantôt,
c'est réel. On ne peut plus se le cacher. C'est extrêmement vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur où vraiment il n'y a pas une sorte de levée et un bouclier pour décrier des choses qu'on n'a jamais vues d'ailleurs dans nos cieux. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution des technologies, avec aussi la densité dans le secteur de la communication, aujourd'hui, on est au Sénégal, même dans le milieu rural, on a accès à tellement d'informations. Donc aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver, c'est de revenir à ces valeurs fondamentales qui ont toujours géré nos comportements en société. Donc ce retour à nos valeurs ancestrales, si vous me permettez, à nos valeurs fondamentales, pourrait aider dans cette crise des valeurs parce qu'elle est vraiment réelle. Il n'y a pas un secteur où aujourd'hui on ne parle pas de crise. Et je vous l'ai dit, même les secteurs qui étaient à l'époque, disons, protégés, comme la religion, même la religion aujourd'hui, elle est attaquée. Est-ce qu'elle est attaquée? Vous savez, on voit des imams sans éthique. Alors que c'était vraiment un de nos derniers remparts, la religion. Si aujourd'hui la religion elle-même vit certaines difficultés, certaines problématiques, alors je pense qu'on devrait raison garder, revenir à ces valeurs que nos parents, nos aïeux, quand même avaient. On se rappellera toujours. Ah oui, avaient. Donc il suffit juste qu'on fasse nous l'effort aussi de nous réapproprier de ces valeurs et vous verrez que beaucoup de choses changeront. Mais encore une fois, l'humain au centre de toutes choses. D'accord. Je salue Tafis Komaron qui nous suit depuis le digital manager de l'ISM Saint-Louis. Merci. Philippe Gomis vous salue. Martar Dia également, un ancien de l'ISM Saint-Louis vous salue. Michel Diallo, est-ce que vous enseignez l'éthique à nos enfants de l'élémentaire? La morale? La morale. Je sais que vous enseignez l'anglais, l'informatique. Tout à fait. Bon, en fait, c'est vrai. Je pense que il ne faudrait pas qu'on perde la réalité. La réalité, c'est que les valeurs, c'est quand même quand on est enfant qu'on se l'approprie. La question n'est pas fortuite, elle est importante. Parce que là, c'est le nombre d'arrêts qui parle. Oui, c'est ça. Évidemment, je pense que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'on va devoir l'envisager. Il faut que nos enfants puissent, dès le plus bas âge, comprendre ces notions et savoir que c'est des notions qui font partie de la vie en société. Je crois que dans la case de tout petit, M. Wade l'avait intégré. Il l'avait intégré. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit toujours dans le cul. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que la case est en train de tomber, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Cet homme, il faut qu'on le rende hommage avant aussi, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait pour ce pays, en tout cas, pour des choses sur lui, mais aussi c'est quelqu'un qui avait une vision extrêmement importante, parce qu'il savait qu'en réalité, nos pays, nous n'avons pas des ressources aujourd'hui pour nous développer. On vient de découvrir le pétrole et le gaz, mais la vraie ressource que nous avons, c'est les hommes. Les hommes et les femmes se distinguent par les valeurs. Donc l'éducation, encore une fois, Bamba ne la change jamais. C'est le bon secteur. Qu'on investisse davantage dans ce secteur. Et vous verrez que nos enfants auront en tout cas une vie meilleure. Et une vie, pas meilleure au sens matériel, mais une vie meilleure philosophiquement. Philosophiquement parlant. Monsieur Diallo, vous formez des jeunes. Maintenant, c'est le moment de donner des conseils aux jeunes. À ces jeunes managers que vous avez formés, plus de 20 000, plus de 30 000 jeunes que vous avez formés, est-ce qu'ils ne doivent pas prendre en compte l'éthique dans le style de management? Tout à fait. En tout cas, c'est pourquoi moi je me fais un devoir aujourd'hui de garder cet enseignement. Vous avez arrêté tous les enseignements sauf l'enseignement de l'éthique? J'ai tout arrêté, sauf l'enseignement de l'éthique. Et je me fais un devoir d'ailleurs de faire l'ensemble de notre réseau pour aller l'enseigner dans toutes les villes où nous sommes, pour le niveau master. Parce que je considère qu'il ne faudrait surtout pas que l'on forme nos jeunes à faire... Parce que nous, on les forme à avoir de l'argent. On les apprend juste how to make money. Only. But it's not really... Voilà, c'est pas ça. J'ai fait un cours le week-end passé sur la vente. J'ai commencé mon cours en disant aux enfants, aux jeunes, excusez-moi,
Hermès était le dieu des vendeurs et des voleurs. Et ben voilà. C'est incroyable. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut Donc tout il dire. est bon des fois que vous reveniez Non, vraiment, et que vous vraiment. impliquez ces notions d'éthique. Parce que nous, en vente, on a des fois, toujours cet Non, état mais d'esprit bien sûr, là, mais prendre bien l'argent sûr. et puis D'ailleurs, il y a une étude de cas aussi, hein, ça je le partagerai avec vous, parce que comme ça vous pouvez le faire avec vos étudiants, qui est relative justement à une campagne marketing. Marketing, d'accord. Société. Oui, oui. C'est concurrence déloyale qui se font. Les firmes entre elles. Entre elles. Oui, oui. Et pour vous montrer que l'éthique c'est transversal, c'est partout. Oui, Mais donc aujourd'hui, vraiment ce cours, je le fais pour non seulement, je ne peux pas changer les gens, mais je voudrais au moins que dans leur manière de fonctionner, qu'ils puissent intégrer cette variable. Elle est toute simple. Dès que vous voulez vous poser, dès que vous voulez poser un acte, dès que vous voulez prendre une décision, s'il vous plaît, posez-vous juste une question toute simple. Ce que je fais, est-ce bien ou mal? Est-ce bien ou mal? Si c'est bien, on fait. Si c'est mal, On arrête. on arrête. D'accord. Et quand je dis si c'est bien, c'est dans le sens où ça ne profite pas qu'à vous-même. Attention. Ça profite à l'ensemble de l'humanité. À la majorité. Impact. Peut-être qu'on ne peut pas toucher positivement tout le monde. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais en réalité, au moins qu'on soit dans une logique utilitariste. Il y a une doctrine d'ailleurs qui s'appelle l'utilitarisme, où on cherche à faire de telle sorte que notre acte puisse impacter sur le maximum de personnes possible dans un sens positif du terme. Et donc les jeunes, je les pousse vraiment à avoir cette réflexion, ce questionnement d'ordre moral, d'ordre éthique dans le business. Et je termine toujours mon cours par un diapo où je mets 4 variables. L'économie, l'environnement, la politique, la société. C'est l'essence de la vie. L'économie, il faut veiller à vous investir de telle sorte que tout ce que vous avez à faire soit rentable. L'économie, la rentabilité. La rentabilité. La politique, qui est l'essence de tout. Parce que même l'économie est soutenue par là. La politique. La politique doit veiller à ce qu'on appelle l'équité. L'équité, pour rappel encore une fois, c'est de veiller à ce que chaque personne, chaque composant puisse profiter de ce que nous partageons. D'accord. Donc politique, veiller à l'équité. Économie, veiller à la rentabilité. Société, veiller à une notion extrêmement importante qui est la dignité. La dignité humaine. Ah, ça c'est fondamental. Prenez un homme tout, laissez-lui sa dignité reste un homme. Prenez-lui la dignité, laissez-lui avec toutes les richesses du monde, ce n'est plus un homme. La dignité. La dignité. Et enfin, l'environnement. C'est bien que Dieu nous a donné. Il faut qu'on veille à ce qu'elle soit, vous savez quoi, juste, viable. Un environnement viable où quelqu'un peut y vivre en toute tranquillité et profiter au maximum de ces bienfaits que nous avons à notre disposition. Voilà moi ce que j'appelle l'éthique intégrale. L'éthique intégrale. Voilà, ce que vous appelez éthique intégrale, nous en marketing, nous l'avons volé chez vous, ce qu'on appelle le marketing holiste. Dans le marketing holiste, on dit qu'actuellement le marketing doit être socialement responsable. Tout à fait. Il doit être diffusé en interne. Absolument. Fait dans l'entreprise, tout le monde doit savoir qu'il y a un seul boss, c'est le client. Tout à fait. Il doit être orienté vers la performance, c'est le côté économie, rentabilité dont vous parlez. Il doit également être relationnel. On doit avoir de bonnes relations avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc voilà un peu une ressemblance entre vos 4 diapos et nos 4 P, révisés. Nos 4 P révisés. Voilà. Monsieur Diallo, comme on a l'habitude de le dire, un dernier mot. Et qu'est-ce que vous pensez également de Marketing TV Monde? Ben voilà, ce que je peux vous dire, c'est que déjà vraiment, c'est tout un honneur pour moi, l'Aïbamba, je suis depuis des années. Merci. Vous avez toujours été dans nos écoles, vous avez toujours été quelqu'un de très volontaire, quelqu'un qui ne pense pas forcément à ce que je disais tantôt, le profit. Le profit, oui. Donc, gardez ça. Oui, merci. L'impact social est extrêmement important. Aujourd'hui,
Les jeunes qui vous suivent, vous ne les avez pas payés. Vous savez, ils vous suivent parce qu'ils ont de l'estime pour vous. Parce que vous avez contribué, mais de manière positive, dans leur carrière, dans leur formation. Et ça n'a pas de prix. Des millions ne payent pas ça. Et c'est ça notre vocation. C'est extrêmement important. Et je vous encourage vraiment à aller dans ce sens. Et encore une fois, je n'ai pas payé pour que vous mettiez le logo. Non. Mais je n'ai pas payé. C'est ça la générosité. Oui, c'est ça. Et ça, ailleurs, ça aurait coûté cher. Tout à fait. Mais vous le faites parce que tout simplement, vous êtes un acteur de développement et vous pensez que l'éducation est importante et que vous devez aider et jouer votre partition. C'est ça. Merci pour ça. Beaucoup. Merci. Et je vous dis, c'est justement cette générosité que vous avez qui va être le socle de la réussite de marketing. Merci, Diallo. Merci Je beaucoup. vous le garantis, dans 3 ans, vous verrez. Inch'Allah. Ça, Adama Diallo. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation malgré un planning très chargé. Donc restez connectés, on va faire une partie Wolof dans 10 minutes après un café. Merci. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci.